bonsoir, bienvenue à cette soirée de pré-lancement du Festival Info du pays de Château-Gontier, mais qui ce soir est à Paris au Presse Club. On est très heureux d'être présent ici. Merci à son président Nelson Montfort, à sa directrice Isabelle Bourdet, puisqu'ils ont été dans les tout premiers à croire dans cette aventure il y a 7 ans déjà. Alors le Festival Info de cette année aura pour thème le journalisme, toute une histoire. On fera bien sûr un clin d'œil fort à ce qui s'est passé il y a 100 ans autour de 14-18. Je remercie d'ailleurs la présence des représentants de l'ECPAD, qui est également un partenaire historique du festival. Et puis un nombre de rencontres et de conférences assez importants, puisque nous aurons 4 grandes soirées débats et une grande soirée finale, une dizaine d'expositions à travers le territoire des pays de la Loire, beaucoup évidemment à Château-Gontier en Mayenne. Donc voilà, ce festival se lance ici ce soir. Je remercie vraiment la présence de Laurent Richard, parce que son travail, on sait la qualité du travail de Laurent Richard en investigation, mais son travail avec l'association Forbidden Stories est absolument remarquable. On a vraiment souhaité mettre en lumière ce grand coffre-fort, on va l'appeler comme ça, dans lequel on peut verser, dès lors que l'on serait menacé d'emprisonnement, voire pire, eh bien on peut verser l'état d'avancement de son travail, et j'allais dire que le reportage continue, et ça je crois que c'est une véritable avancée. Tout à l'heure on aura bien évidemment l'occasion de poser un certain nombre de questions à Laurent Richard, mais encore une fois je le remercie d'être l'invité de cette soirée de lancement ici à Paris. Alors le Festival Info, je vous l'ai dit évidemment en quelques mots, va être doté d'un grand nombre de rendez-vous, d'expositions également. Et puis il a une autre particularité, c'est le travail qu'il conduit avec les plus jeunes générations. Alors je voudrais juste évoquer le partenariat avec France Télévisions autour des actions scolaires, de l'éducation aux médias, puisque nous y sommes attachés depuis très longtemps. Et puis l'un des axes forts également du Festival Info, et ça ne n'ira, j'allais dire, que en se densifiant, eh bien c'est le parrainage que nous avons souhaité depuis quelques années. Et cette soirée en est l'illustration parfaite, puisque autour de cette table, vous découvrirez le talent de jeunes journalistes ou de futurs journalistes. Je veux citer bien évidemment Anaïs Petit, Élodie Pinguet et Clémence Diligent, qui animeront ce débat, parce que l'avenir est ici, il est chez les jeunes. Donc elles ont préparé avec beaucoup de sérieux cette rencontre. Voilà vous dire également que rien n'aurait pu sans doute se faire dans l'organisation de cette 7e édition sans les partenaires bien sûr, mais notamment les Assises internationales du journalisme de Tours et bientôt de Tunis dans quelques jours. Je remercie Jérôme Bouvier pour la confiance qu'il a portée à notre rendez-vous, et vous verrez qu'il y a plusieurs moments qui feront écho à ce qui s'est passé au printemps dernier à Tours. On a essayé d'imaginer avec Jérôme Bouvier que la région centre et la région ouest pourraient avoir des passerelles, et imaginer la mise en lumière de travaux assez remarquables. Voilà, j'en ai sans doute trop dit, donc je vais passer la parole maintenant à la plus jeune génération, c'est-à-dire à Anaïs Petit, qui va ouvrir ce débat. Elle a une responsabilité forte. Merci en tout cas, merci à Grégory et à Christophe qui assurent la technique, et bien évidemment à celles et ceux qui sont de l'autre côté sur le Facebook Live, c'est extrêmement important. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Merci Jean-Marie, merci de mettre l'accent autant sur la nouvelle génération. Vous êtes un vrai parrain, comme il en est rare dans cette profession. Je me tourne vers vous à présent, Laurent Richard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être l'invité d'honneur de cette grande soirée dédiée au journalisme. Nous sommes ravis de vous accueillir ici au sein du Presse Club, dans cette maison des journalistes. Alors pour vous présenter en 2 mots, vous êtes journaliste, réalisateur, vous co-dirigez également la société de production Première Ligne. Non. Aux côtés de... Je la co-dirige plus. Vous la co-dirigez plus ? Non, j'ai été le rédacteur en chef au début de Cache Investigation au sein de Première Ligne. D'accord. Et puis j'ai été reporter à Première Ligne, et là j'ai quitté Première Ligne il y a peu de temps pour me consacrer exclusivement à Forbidden Stories. D'accord. Alors vous avez également participé à la réalisation de documentaires pour Cache Investigation, oui, aux côtés d'Élise Lucet, oui, un nom qui est cher pour ce festival, parce que vous le savez peut-être, elle était à votre place l'année dernière, elle était la marraine de l'édition 2017, une édition qui avait pour thème l'investigation au cœur d'eux.
Cette année, la thématique du festival, c'est le journalisme, toute une histoire avec un grand H, j'insiste bien. Informer, rapporter, faire connaître au monde entier une histoire, toutes les histoires. J'imagine que cela vous parle comme concept, puisque c'est précisément cet objectif que vous avez suivi en créant votre association Forbidden Stories, Histoire interdite en français. Une association qui est toute jeune, je crois, elle a juste un an, c'est ça? Oui, on a commencé il y a un an. Ça fait plusieurs années que l'idée de me trotter dans la tête et l'envie de construire un consortium international pour poursuivre les histoires de reporters assassinés. Mais il a fallu un an pour mettre en place ça, et puis on a lancé officiellement l'organisation il y a un an, en octobre dernier. Oui. Et combien de journalistes travaillent avec vous sur On est une toute petite équipe de 5 personnes, et notre métier, c'est de coordonner, de diriger des enquêtes à dimension mondiale. Ou sur le Daphne Project, par exemple, il y avait environ 45 journalistes et 18 organisations de presse partenaires. Voilà, très bien. Alors, je vous propose qu'on regarde tout de suite le teaser qui figure sur votre site et qui est très bien fait, et puis vous nous parlez de votre association plus en détail juste après. Freedom of information is under attack in many parts of the world. Only 1 in 7 people live in a country with a free press. We are a collaborative journalism network devoted to publishing the work of journalists who are threatened, jailed, or killed. Our goal? Keeping stories alive and making sure people get access to independent information on critical topics such as the environment, public health, human rights, or corruption. If you are a journalist facing threats, you can drop your sensitive information through one of our secure communication channels. Your story will be held securely and will never be published without your consent. If something happens to you, following your instructions, we will be able to complete and publish your story broadly, thanks to a collaborative network of news organizations committed to tackle censorship. Forbidden Stories ensures the survival of stories beyond borders, beyond governments, beyond censorship. Donc alors, comme nous venons de le voir à travers cette vidéo, l'objectif de votre association, c'est vraiment de protéger les histoires de tous les journalistes. Mais expliquez-nous un peu le pourquoi de cette association. Est-ce que vous avez eu peut-être un élément déclencheur dans votre parcours personnel ou professionnel pour la créer? Oui, en fait, moi je réalise des enquêtes essentiellement pour France Télévisions, via l'agence CAPA, ou quand j'étais salarié à Pièces à Conviction, ou pour Cache Investigation. Depuis 18 ans, je fais des longues enquêtes. J'ai souvent voyagé dans des pays où il y avait très peu de liberté de la presse, Et je me suis déjà retrouvé dans cette position régulièrement d'être le journaliste français qui peut poursuivre une enquête localement qui porte sur la corruption, sur le blanchiment d'argent, sur des affaires graves et extrêmement sensibles. Mais des enquêtes que moi je peux mener, mais que d'autres localement peuvent difficilement mener parce qu'ils sont azéris, parce qu'ils vivent dans un pays qui est dans un régime très difficile pour les journalistes, risquent vraiment la prison ou pire s'ils continuent d'enquêter là-dessus. Donc de voyager et de mener ce type d'enquête un peu partout dans le monde m'a déjà permis de me sensibiliser entre guillemets à cette question-là, de nous on a une liberté de la presse dans notre pays, de la France, comment à notre niveau on peut en faire profiter finalement ceux qui n'en ont pas. Ça c'est une expérience professionnelle, et puis une expérience plus personnelle m'a convaincu et m'a donné cette force et cette envie en fait de construire et de créer Forbidden Stories. C'était le 7 janvier 2015 quand la rédaction de Charlie Hebdo a fait l'objet d'une attaque de la part de 2 terroristes d'Al-Qaïda au Yémen qui ont pénétré l'immeuble dans lequel en fait la rédaction de Première Ligne où je travaillais était partager en fait le même palier que l'équipe de Charlie. J'ai eu beaucoup de chance ce jour-là parce que je suis arrivé 2 ou 3 minutes après l'attaque contre Charlie, mais voilà, et avec des collègues de Première Ligne on a tout fait pour aider ceux qui avaient survécu,
donner un coup de main aux équipes de secouristes. Et ça, c'était un événement personnellement traumatisant pour toutes les personnes qui ont... on était chanceux de sortir indemne de tout ça, évidemment, mais malgré tout traumatisé par cette scène au milieu de Paris. Moi, j'ai l'habitude de voyager et de couvrir même des conflits, et donc d'assister à des choses très dures, mais quand ça arrive dans votre propre environnement, c'est plus complexe et c'est extrêmement déstabilisant. Et de cette expérience-là, personnelle, et de mon expérience professionnelle, voilà, est née cette envie, cette conviction que on peut et on doit assurer la survie des histoires quand des reporters tombent, quand ils sont assassinés, quand ils sont emprisonnés, quand ils sont violemment censurés. Parce qu'en général, quand un journaliste meurt pour une histoire, c'est que l'histoire est extrêmement importante, parce qu'elle porte sur l'environnement, parce qu'elle porte sur des faits de blanchiment d'argent, des faits de corruption, et on doit informer les citoyens. Donc c'est une démarche exclusivement journalistique, où le but c'est d'informer le plus grand nombre sur des histoires extrêmement importantes, et aussi par la même occasion d'envoyer un signal fort à ceux qui sont les ennemis de la liberté de la presse, pour leur dire: vous avez tenté de tuer le messager, ou vous avez tué le messager, vous ne tuerez jamais le message, parce que on sera plusieurs et on terminera l'enquête et on la publiera non seulement en Azerbaïdjan, ou non seulement à Malte, mais aussi à New York, à Paris, à Nairobi et ailleurs. Oui, c'est un message un peu universel. Et justement, tout votre travail journalistique de ces dernières années vous a valu d'obtenir récemment, le 19 octobre à Berlin, le prix Europa. Oui, absolument. Est-ce que vous avez vu cette récompense comme un peu une mise en avant ou un vecteur pour l'avenir pour aider aussi votre association? Oui, bien sûr, c'est ce type de récompense. Déjà, c'est vraiment génial de voir que ce travail-là peut être reconnu. Et puis c'est utile aussi parce que justement notre travail consiste à mobiliser des partenaires et des journalistes autour de nous pour aussi convaincre des rédactions qui peuvent se dire: cette histoire est trop loin de nous, c'est une histoire mexicaine, c'est une histoire qui se passe seulement aux Philippines. Ça va être difficile pour notre audience, nos téléspectateurs. Moi, je pense que quand un journaliste tombe au Mexique parce qu'il enquêtait sur le cartel de Sinaloa, quand il est exécuté par un cartel, cette histoire n'est pas seulement mexicaine, c'est aussi une histoire française, c'est aussi une histoire néerlandaise, parce que ce cartel de Sinaloa, il vend de la drogue dans 56 pays dans le monde. Il a des avocats qui sont basés à Londres, il exporte de la drogue par des ports qui se situent aux Pays-Bas ou ailleurs. Donc c'est une histoire globale. Aujourd'hui, les histoires sont de plus en plus globales, et face à ce type de menace globale, on doit avoir une réponse globale aussi. C'est vraiment une réaction internationale à toutes ces histoires un peu locales au final. Oui, et puis je pense que depuis le succès des Panama Papers, on a compris que le journalisme collaboratif, ça marche. Ça marche parce que en étant à plusieurs, en fait, on peut avoir des informations plus précises, parce qu'on est plus nombreux à les vérifier. On peut avoir plus d'impact, dans le sens où on publie des informations partout. Et donc du coup, le message global, je pense que la collaboration apporte aussi beaucoup de protection. On est sur des sujets extrêmement dangereux, qui ont déjà coûté la vie, ou qui ont coûté la liberté à certains journalistes dans des endroits du monde. Travailler ensemble, ça apporte justement de la protection. Donc c'est pour ça que je pense que le journalisme collaboratif est vraiment le journalisme de demain. Il y a 15 ans, on pouvait être licencié pour faute grave si on avait partagé l'info avec un confrère. Aujourd'hui, le paradigme a changé, les esprits changent aussi, et on commence à comprendre que ça fait sens de s'unir, surtout pour des sujets aussi importants que cela. Donc on l'a vu, votre plateforme permet de mettre en relation des journalistes, mais ce site internet, lui, permet donc de conserver des fichiers, de les mettre en lieu sûr, donc c'est une sorte de coffre-fort numérique, comme vous l'avez dit. Pourtant, on cesse d'entendre parler de tous les problèmes liés à Internet, de tous les piratages, etc. Mais comment est-ce que vous pourriez convaincre du coup les journalistes, eux, de mettre tous leurs fichiers sensibles, tout leur travail sur ce site Internet? La question de la sécurité, c'est une question fondamentale dans tous les aspects de notre vie professionnelle, qu'on soit journaliste ou pas. Il y a une question de pillage des datas qui est fondamentale dans nos sociétés aujourd'hui, et de qui est derrière et de comment les protéger et tout ça. Ce que je pense, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est
à des journalistes menacés, au moment où ils sont menacés, quand ils pensent qu'il est extrêmement... il devient plus dangereux pour eux d'être d'être seul avec cette information-là que de la partager à plusieurs, on leur propose de la partager avec nous. Et s'il leur arrive quelque chose, à ce moment-là, on sera en mesure de terminer le reportage, de terminer l'enquête. Les personnes dont on parle là sont déjà extrêmement visées par des autorités locales ou par des groupes mafieux. Donc elles sont déjà dans le collimateur, donc elles sont déjà surveillées. Le fait de le partager avec un consortium international peut aussi les protéger. Parce que justement, précisément, ça ne fait plus aucun sens de s'en prendre à un journaliste si on sait qu'il a déjà distribué l'information sensible et qu'elle sera, s'il lui arrive quelque chose, publiée non seulement dans le pays en question, où l'information va gêner le plus, mais aussi partout, et où l'information va gêner les dirigeants du pays, ou va mettre la lumière sur ce que certains voulaient garder dans l'ombre. Donc c'est ce qu'on propose. On le propose via des solutions qui sont des applications open source, c'est-à-dire que c'est des applications dont le code peut être vérifié par la communauté open source et qui sont réputées fiables. Aujourd'hui, il faut être extrêmement vigilant quand on parle de tous ces systèmes d'application, et c'est pour ça que nous on se tourne vers vraiment celles qui sont les plus auditées, les plus expertisées par la communauté justement open source. Mais c'est vrai que dans 2 mois, on pourra apprendre que l'application Signal a été craquée par des experts de la NSA ou par d'autres personnes. Donc il faut rester vigilant, mais il faut se servir de ces technologies aussi quand on peut pour amener de la protection. Est-ce que vous comprenez quand même qu'au départ, certains journalistes peuvent être un petit peu réticents à vous confier, parce qu'on sait quand c'est un projet, c'est déjà personnel quand même, et c'est peut-être le travail des mois de recherche comme ça, donc vous confiez... En fait, c'est leur propre décision, c'est-à-dire que, bien évidemment, on ne demande à personne de nous, on leur propose. On leur dit, si vous pensez qu'il va vous arriver quelque chose, en fait, et que vous voulez que l'histoire vous survive, ou si vous êtes arrêté et si vous voulez qu'on reprenne le relais. Il y a beaucoup de journalistes qui sont... les journalistes les plus exposés sont les journalistes les plus seuls. Ça, c'est une réalité statistique. Ceux qui meurent sont ceux qui publient sur Facebook des informations extrêmement importantes, mais ils n'ont plus de rédaction parce que leur rédaction a fermé, parce qu'il y a eu des assassinats, il y a eu des coupures de budget importantes suite à la publication d'une enquête, et donc ils se retrouvent seuls, et ils se retrouvent seuls à publier des informations sur leur mur Facebook ou sur les réseaux sociaux. C'est le cas en Inde, c'est le cas aux Philippines, et il y aura personne derrière, il n'y aura aucune autorité judiciaire ou policière derrière qui va mener l'enquête sur le meurtre, et il est extrêmement facile dans ces pays-là de commanditer l'assassinat de quelqu'un. Ça ne coûte pas extrêmement cher, ça demande un peu d'organisation, mais c'est des systèmes et des mécanismes qui existent et qui sont mis en place. Donc on leur propose et on montre qui on est. Quand on a fait Daphne Project, on le fait parce qu'il est important que l'opinion publique soit au courant de ce qui se passe dans ce pays membre de l'Union européenne. Et voilà, on travaille pour l'intérêt général, et on n'est pas là pour prendre l'information de quelqu'un pour la diffuser avant lui ou quoi que ce soit. Alors, je voudrais juste revenir sur l'affaire Khashoggi, le journaliste saoudien qui a été sauvagement assassiné dernièrement. Est-ce que vous avez récupéré certains éléments de ces enquêtes, de ces reportages? Est-ce que vous travaillez, vous et votre équipe, dessus, ou est-ce que déjà il vous avait livré en amont, j'ai envie de dire, peut-être des pistes de recherche sur votre plateforme? Alors, on communique jamais sur qui nous envoie des informations et sur quelle nouvelle enquête on travaille. Je crois que dans le cas du journaliste saoudien effectivement assassiné sur le territoire turc au sein du consulat saoudien, il y a eu le Washington Post a republié tout ce qu'il avait publié. Il y a eu, je pense, de la part de plusieurs organisations de presse, un véritable effort pour montrer ce sur quoi les enquêtes qu'il avait publiées et ce sur quoi il avait travaillé. Nous, dans notre organisation, on ne va pas éliminer la censure du jour au lendemain, c'est même pas notre but, on est conscient et pas vraiment naïf. On veut juste pouvoir publier 1 fois par an, 2 fois par an, des grands projets collaboratifs, mais la clé de tout ça, c'est le temps.
Donc on a besoin de temps, on a besoin de confidentialité, de travailler dans le secret sur une enquête après l'assassinat de Daphné à Malte. On a travaillé pendant 6 mois et dans le secret pour mener ce travail-là. Donc on a besoin d'une certaine confidentialité déjà pour ne pas exposer à notre tour des membres de notre organisation. Et aussi pour ne pas effrayer les sources, pour travailler discrètement. Et comme c'est souvent nécessaire en investigation, on essaie d'être extrêmement discret pendant une longue phase. Oui, alors vous parliez de Daphné, on va justement visionner la vidéo que vous avez réalisée à son sujet, et vous nous en parlez après de Daphné et du Daphné Project. Oui. Daphne Caruana Galizia, killed when a bomb exploded. connected to the aggressive work she had done calling out corruption in Malta. Comme on le disait tout à l'heure, on imagine très bien la Turquie être un pays dangereux, mais on imagine moins Malte l'être du fait qu'il s'agit de l'Union européenne. Mais je voudrais revenir plutôt sur... après, donc on a eu un retentissement majeur, vraiment international de cette affaire, mais je voudrais revenir plus factuellement sur cette affaire. Comment est-ce que vous choisissez les médias qui s'en occupent? Comment vous choisissez peut-être les journalistes? Quel type de journalistes? Est-ce que vous préférez... agir par ordre de priorité, ou est-ce que vous essayez de faire le maximum d'enquêtes en même temps? Non, pour parler par exemple du Daphné Project, juste après la mort de Daphné, moi j'ai une conversation avec Matthew, son fils, dès le lendemain, pour lui expliquer, et Bastien Obermeyer, qui est aussi l'un des directeurs de Forbidden Stories, a appelé Matthew pour lui dire qu'on était prêt à se mobiliser tout de suite, là maintenant, avec pas mal de partenaires dans le monde, pour poursuivre le travail de sa maman et enquêter sur son assassinat. Et Matthew nous a dit, oui, c'était vraiment une chose importante à faire, et immédiatement. Donc on a, autour de nous, il y avait aussi d'autres journalistes qui avaient envie de faire ce travail-là. Je pense au Guardian, à Reuters, à d'autres personnes de l'OCCRP. Et notre travail, ça a été de fédérer tout ce monde-là et de coordonner et de faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble de manière coordonnée avec un vrai timing et une organisation sur qu'est-ce qu'on fait, sur quelle piste on va travailler, sur l'assassinat, mais on va aussi poursuivre le travail de Daphné qu'elle menait sur la vente de passeports maltais par le gouvernement maltais à qui est capable de mettre 1 million d'euros là tout de suite sur la table, à travailler sur le trafic de diesel en provenance de la Libye par Malte. Donc on a structuré une équipe avec 45 journalistes, mis en place un serveur pour que tout le monde puisse, un serveur très protégé, très chiffré, très crypté, pour que tout le monde puisse partager les informations. Et puis on a organisé l'enquête avec des journalistes qui au sein du consortium sont fantastiques, sont des journalistes qui sont habitués à de longues enquêtes complexes et surtout habitués à travailler sur des enquêtes collaboratives où on partage les informations au fur et à mesure. Ce qui ne va pas de soi quand on est journaliste où on travaille souvent pour être dans la lumière tout seul, pour un scoop, on a du mal à partager. Là, l'idée, c'était vraiment de se mettre d'accord dès le départ en disant, dès qu'on a une information, on va la partager. On fait attention avant de partager à ce que l'information soit vérifiée, parce qu'on n'a pas envie de donner une fake news à 44 autres personnes et d'être celui qui a fait chavirer le navire. Mais donc du coup, voilà. Et l'idée aussi, c'était d'avoir dans cette équipe des gens qui ont l'expérience de l'investigation collaborative et qui ont des talents différents. Il y avait des gens dans le groupe qui sont
qui ont énormément de contacts au sein pour toutes les enquêtes qui portent sur des assassinats, des homicides, sur le type d'explosifs utilisés. Donc on a besoin d'avoir des talents très différents, d'autres journalistes qui étaient bien spécialisés sur les plateformes offshore, l'évasion fiscale. Des partenaires à Malte, évidemment. C'était pas question de faire ça sans avoir des journalistes maltais avec nous là-dedans. Laurent Richard, comment vous établissez votre réseau de journalistes, puisqu'il est si varié en termes de compétences, j'entends pour les journalistes, comment sur place et plutôt localement ou au sein de Forbidden Stories, comment vous l'établissez? C'est aussi sur la base de l'envie, c'est-à-dire on sait que on a besoin d'avoir un engagement de la part des rédactions qui vont nous dire on peut investir du temps et donc de l'argent. Le Guardian, par exemple, a mis au service du Daphne Project 2 journalistes seniors pendant 5 mois et demi sur le projet. Donc c'est vraiment, pour une rédaction, c'est un investissement. Pareil au Monde. Au Monde, il y avait aussi 2 personnes qui ont été peut-être pas à plein temps, mais pas loin, pendant 6 mois. Donc c'est des investissements importants, mais qui après, je trouve, ont du sens, parce que pour un journal, ça lui permet d'avoir, en fait, même s'il n'avait que 2 journalistes mobilisés, avec le travail des 43 autres, ça permet de couvrir bien plus d'histoires et d'avoir une proposition pour ses propres lecteurs, pour ses abonnés, qui est intéressante, qui est cohérente, qui est dans la durée et qui propose d'explorer justement un pays, d'enquêter sur un assassinat sur la longueur et donc d'avoir beaucoup d'infos. Et du coup, vous, plus particulièrement, votre travail, c'est un travail de préparation, c'est un travail pour répartir, vous occupez de répartir les enquêtes entre différents journaux, ou est-ce que vous prenez, par exemple, pour Daphne, est-ce que vous confiez l'enquête à ces 44 journalistes qui vont travailler tous ensemble, ou est-ce que vous essayez de répartir en disant il faudrait travailler essaie de répartir. On essaie de répartir pour faire en sorte que tous les aspects de l'enquête ou toutes les pistes d'enquête soient couverts et que tout le monde n'aille pas sur le même sujet. Donc on essaie de répartir et de coordonner. Il y a l'intérêt et la magie un peu du collaboratif, c'est que précisément vous pouvez, derrière une phrase, derrière une affirmation sur tel ministre, sur telle information, il y a 5, 6, 10 journalistes qui ont travaillé avant pour pouvoir dire cette phrase. Donc l'information est fact-checkée, elle est sérieuse, et donc vous pouvez aussi vous reposer sur les autres. Même sur l'aspect juridique, il y a beaucoup de sujets qui sont sensibles et qui pourraient nous valoir une procédure en diffamation. Donc pour préparer cette future attaque, il faut vraiment être blindé sur l'info. Et donc pour ça, on a les services juridiques de chaque partenaire qui vont donner leur avis, et puis nous, on va justement faire en sorte que ça communique et qu'on écoute les arguments des avocats du Guardian, de ceux du Monde, et tout ça, et d'harmoniser ça. Après, chacun est responsable de sa propre publication, chacun est libre d'accorder la place qu'il souhaite dans son journal ou dans sa chaîne de télévision, et chacun est responsable devant la loi sur son propre territoire aussi. Donc c'est les services juridiques de chaque institution, de chaque partenaire qui doivent trancher en toute indépendance sur est-ce qu'on publie cette affaire, est-ce qu'on publie cet article ou pas, ou si on le publie, est-ce qu'on l'accompagne de telles précautions, de tels éléments de narration qui apporteraient plus de prudence. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et justement, Malte, c'était quand même une affaire qui était relativement proche de nous, mais on voit d'autres enquêtes sur votre site qui sont un peu plus loin, et comme on le disait tout à l'heure, vraiment des informations qui en apparence touchent essentiellement un petit pays local, mais qui ont un retentissement vraiment à l'étranger. On voit ça par exemple avec la vidéo de Javier Valdez au Mexique, qu'on va regarder tout de suite, et on en parlera juste après. D'accord. La línea editorial las decide el narcotráfico. El periodista no tiene para dónde hacerse. ¿Es eso o es la muerte?
Se hizo un recorrido punto por punto para comprar los ejemplares. Son muchísimos, más de 300 puntos. Pensamos que obviamente hay una conexión, ¿no? con los hijos del Chapo, es como una obviedad, digamos, ¿no? ¿Hasta dónde puedes publicar? ¿Qué puedes publicar? Entonces hay una línea casi invisible que si la traspasas te matan. Ya no estás en el filo de la navaja, estás cortado por la navaja. Donc ici, on l'a vu, cette histoire est complètement à l'inverse de celle de Daphne Caruana Galizia, puisqu'elle est presque passée inaperçue. En réalité, les peu de choses qu'on en a retenues, c'est cette vidéo qui fait presque 3 minutes, mais finalement, ça n'a pas été très vu en France et peut-être plus largement au sein de l'Europe. Mais est-ce que vous avez, vous, la volonté de faire un sujet un peu plus large ou quelque chose dans ce genre-là, parce qu'on le voit bien dans cette vidéo, les cartels de drogue, s'ils sont présents majoritairement à l'étranger, ils sont aussi chez nous, ils exportent, même en France et partout en Europe. Oui, oui, absolument. C'est pour ça que les journalistes mexicains meurent extrêmement souvent, en fait, dès qu'ils enquêtent sur des sujets majeurs. Javier Valdés était un journaliste mexicain très connu, très exposé médiatiquement, mais d'autres journalistes comme Cecilio Pineda, qui était moins connu, est mort à peu près au même moment, 2 heures après avoir publié via un Facebook Live des informations extrêmement importantes qui prouvaient en tout cas un lien entre un homme politique local et un cartel de la drogue. Absolument, c'est un sujet totalement global, c'est un sujet mondial où on doit parler de cette histoire-là parce qu'elle nous concerne. Donc ça, ça fait partie. C'est pour ça que quand on a commencé en fait Forbidden Stories, on a commencé directement par faire 3 histoires de Cecilio, Miroslava et Javier qui ont été assassinés, et on a voulu raconter ce sur quoi ils travaillaient. Et justement revenir sur le réseau là, mexicain que vous avez établi ou celui en France, quel type de journalistes là vont travailler sur ces enquêtes-là? Est-ce que c'est les mêmes par exemple que pour Daphné? Non, alors sur Javier Valdés, sur l'histoire de Javier Valdés et sur les 2 autres journalistes mexicains, c'est nous qui avons fait des vidéos pour essayer de raconter l'histoire sur laquelle ils travaillaient. Récemment, en fait, en mai dernier, en Amérique latine, j'ai reçu un coup de fil de journalistes équatoriens qui avaient perdu 3 de leurs collègues en avril dernier parce qu'ils enquêtaient sur un sujet extrêmement dangereux qui était en fait ce qui se passe sur la frontière entre l'Équateur et la Colombie. Et ils ont été assassinés pour ça. Et là, c'était notre 2e projet après le Daphne Project, où on a travaillé avec 19 journalistes équatoriens et colombiens, où l'un de nos reporters est parti là-bas, a passé 1 mois et a travaillé avec ces journalistes-là pour enquêter sur la disparition, sur l'assassinat de ces 3 employés d'El Comercio. Et donc on a ensuite participé à l'enquête aux côtés d'autres organisations, publié le résultat de ces enquêtes sur le site de Forbidden Stories,
et publier aussi nous-mêmes une histoire qu'on a publiée dans Le Monde, dans Le Guardian et dans 13 autres journaux dans le monde, sur à peu près tous les continents, pour raconter cette histoire interdite aussi en Amérique latine. Vous venez de l'évoquer, on va regarder le teaser de cette enquête. D'accord. Señor presidente Lenin Moreno, sus manos en el gobierno ecuatoriano están nuestras vidas. Y pensé, yo no podría vivir si le pasa algo al Paul. Y empecé a llorar. Ese es el dolor que nunca se pierde. La zona donde fue secuestrado el equipo periodístico del diario El Comercio es la región donde delinquen las disidencias de las FARC y también narcotraficantes. Los periodistas teníamos que cubrir eso. Teníamos que cubrir y decir al país, a nuestros lectores, esto está pasando en la frontera. Y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Esto no es un secuestro común. Esto es un secuestro político. ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! Et c'était, pourquoi essentiellement des journalistes locaux Parce qu'ils ont pris cette initiative-là de commencer à enquêter tout de suite après l'assassinat, une formidable initiative, extrêmement courageuse. Ils l'ont tous fait avec le souci de ne pas révéler leur nom, parce que c'était extrêmement dangereux et ils redoutaient aussi des conséquences. Et ils sont venus nous demander de l'aide pour justement pouvoir enquêter à leur côté, héberger sur notre site les histoires et surtout apporter un impact international à cette enquête-là. Et c'est ce qu'on a fait avec Le Guardian et on a publié des histoires au Niger, au Sénégal, en Corée du Sud, aussi en Amérique latine sur Folia, un quotidien très connu au Brésil. Donc on a quand même mobilisé pas mal de partenaires internationaux sur cette histoire. Et est-ce que vous diriez justement que votre responsabilité est plus grande? Est-ce que vous aviez un devoir plus important pour ce sujet-là en particulier? Notre responsabilité, elle est engagée, elle est importante sur tous les projets. Là, on est... Je veux dire sur le fait que vous aviez relativement l'exclusivité sur ce sujet-là. Non, on n'avait pas d'exclusivité parce qu'il y avait d'autres... et puis, il y avait l'OCCRP, une autre organisation qui travaillait avec nous, des organisations aussi sud-américaines. On a une responsabilité dans le sens où c'est une responsabilité journalistique, où on doit fact-checker toutes les informations qui sont publiées sur notre site. Et puis je trouve, oui, une sorte de responsabilité morale à être à leur côté pour un sujet aussi important que celui-là, dans une région du monde où effectivement il n'y a peut-être pas un écho international à chaque fois qu'il y a des assassinats, et pour des sujets qui sont majeurs en plus. C'est un sujet qui raconte ce qui s'est passé depuis les accords avec les FARC il y a 2 ans et ce qui se passe dans cette région-là avec des groupes dissidents qui ont décidé de rester dans la zone et de continuer à participer à la production de cocaïne avec des cartels parfois mexicains qui viennent directement se servir et s'approvisionner dans cette zone du monde. Donc c'est aussi une histoire extrêmement internationale dès le départ et on avait effectivement une responsabilité d'être là à leur côté, mais aux côtés d'autres organisations. Notre but, c'est vraiment d'amener le plus grand nombre de partenaires dessus et de faire en sorte que cette histoire soit connue de tous. Moi, je voudrais vous poser une question maintenant peut-être un peu plus personnelle. Ouais. Je comprends votre travail de journaliste, je crois qu'on le salue tous ici. Mais moi, ce qui m'interpelle avec votre association, c'est en tant qu'homme, en tant qu'être humain, comment vous faites pour dépasser la charge émotionnelle, puisque vous reprenez des enquêtes, des projets de vos confrères qui ont été soit morts, assassinés dans des conditions épouvantables, ou qui sont encore emprisonnés ou détenus dans des conditions atroces. Comment on fait en tant qu'homme, en tant qu'être humain, pour dépasser ce stade et se consacrer finalement à l'information? C'est l'intérêt d'être à plusieurs. Je pense que seule cette charge serait très lourde à porter et à mener, et c'est l'intérêt d'être à plusieurs. Et c'est... Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation, par exemple, ou... Non, mais après, je pense que ça fait très longtemps que je fais des enquêtes qui sont parfois souvent sinistres, très souvent graves,
en se confrontant à des réalités voilà, monstrueuses. Donc on sait, je pense, dans ce type de sujet, à quel point on s'expose et à quel point... voilà. Après, journalistiquement, je trouve, sur le plan strictement journalistique, je trouve ça extrêmement intéressant d'aller sur ces enquêtes-là parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire, parce qu'elles gênent, parce qu'elles dérangent, et je trouve que le journalisme, il est excitant, il est intéressant quand justement il dérange tout le monde. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce métier depuis toujours. Je fais ça, pour embêter, pour chercher là où il ne faut pas chercher, pour rester quand il faut sortir. Et voilà, et Forbidden Stories, c'est ça, c'est une organisation qui veut montrer en tout cas qu'on ne lâche pas et on ne lâchera pas. Et sur la publication de Daphné, on a publié des informations en avril, mais aussi récemment, il y a quelques jours, et on ne lâchera jamais. Et c'est pas dans un réflexe confraternel, on ne fait pas ça pour rendre hommage à un journaliste, mais absolument pas. On fait ça parce que il y a des informations qui sont vitales pour l'opinion publique, et on se doit de poursuivre ce travail-là, et on doit le faire ensemble. Vous dites d'ailleurs dans une interview, il n'y a pas d'information locale, que c'est bien tout international. Oui, c'est rare maintenant de trouver des histoires qui ne sont que des histoires locales. Toutes les histoires sont globales, et a fortiori celles qui coûtent la vie à des personnes. Je pense que au-delà des ramifications internationales de tel sujet, le cartel et ses points de vente, ou telle industrie et sa supply chain, il y a un sujet majeur aussi qui est une attaque violente à la liberté de la presse. Et dès l'instant où on touche à ça, on touche à quelque chose qui est universel. On sait ce que deviennent les pays quand il n'y a plus de liberté de la presse. On sait ce que devient un pays quand on est capable d'y assassiner un journaliste et de ne pas élucider cette affaire sur le plan judiciaire. C'est ce qui se passe à Malte. C'est un pays au cœur de l'Union européenne, qui est membre de l'Union européenne, qui officiellement doit partager les valeurs de l'Union européenne, qui doit rendre des comptes comme n'importe quel pays membre de l'Union européenne, et qui, 1 an après l'assassinat d'une journaliste extrêmement connue, n'a toujours pas arrêté le commanditaire. Donc il y a un énorme problème. Et on voit aussi, malgré les déclarations, malgré les discours des institutions européennes, malgré leur mobilisation, on voit aussi la limite de nos propres autorités là-dedans à pouvoir influencer un pays membre pour leur dire « vous devez vraiment faire en sorte que la lumière soit faite sur ce crime-là », pas seulement parce qu'elle était journaliste, mais parce qu'il y a des informations qui sont extrêmement importantes. Et juste pour finir là-dessus, si ces journalistes-là, en Europe mais ailleurs, meurent parce qu'ils enquêtent sur les sujets de la corruption, c'est parce qu'en fait ces journalistes payent le fait que ces mêmes autorités n'ont pas enquêté avant, n'ont pas fait de ménage avant sur ces affaires de blanchiment, de corruption. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passait en Slovaquie, c'est ce qui se passe à Malte. Et les journalistes sont bien plus exposés quand les autorités n'ont pas déjà fait leur travail d'autorité pour enquêter sur ces faits qui sont criminels, qui sont graves et qui doivent faire l'objet d'une investigation officielle. Justement, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Est-ce que vous vous sentez soutenu, vous, je veux dire, et vous et toute votre équipe, par le gouvernement, par les autorités, parce qu'à un moment donné, le journaliste relaie l'information, il y a quand même à un moment donné une limite à sa liberté d'action. Est-ce que vous, personnellement, en Forbidden Stories, vous attendez que le gouvernement, les autorités, après, prennent le relais pour agir? Non, mais il n'y a pas de message particulier à adresser aux autorités, si ce n'est qu'on est dans une société où les journalistes, comme les autorités, comme tous les corps de la société civile, ne peuvent pas travailler seuls. Ce n'est pas nous qui allons résoudre ou on ne va pas se transformer en Europol des crimes commis contre les journalistes. Ce n'est pas notre rôle. On ne doit pas entretenir de confusion des rôles, mais chacun doit jouer son rôle. Et une société n'est saine que si justement les institutions judiciaires font leur travail pour lutter contre la corruption, et si les journalistes peuvent faire leur travail pour enquêter sur la corruption et éclairer l'opinion publique là-dessus. Donc notre rôle, c'est aussi d'enquêter sur les défaillances du système judiciaire, sur les défaillances de l'Union européenne dans sa capacité à enquêter chez elle, en fait.
Ça aussi, ça fait partie de notre rôle. Et dans le Daphne Project, par exemple, on a enquêté sur les défaillances de l'enquête judiciaire maltaise. Pourquoi le ministre de l'économie maltais a été vu par plusieurs témoins. Cette information est su et connue des services de police, mais il n'était pas interrogé au moment où on a publié l'information. Donc ça, c'est... si on n'a pas le fin mot de qui a tué Daphné, au moins on peut s'étonner des dysfonctionnements d'une enquête judiciaire ou de la non-avancée de l'enquête judiciaire. Donc vous parliez de la liberté de la presse et des difficultés qui changent un petit peu en ce moment. Donc on peut le voir ici sur ces rapports de Reporters sans frontières, donc de 2008 jusqu'en 2018, en passant par 2014. Donc on peut voir les changements et l'intensification de ces problèmes de liberté de la presse. Donc qu'on constate aujourd'hui avec malheureusement la montée des nationalismes et des populismes, donc du Brésil à la Pologne en passant par les États-Unis et bien sûr la France n'en est pas épargnée. De nombreuses critiques des médias et de manière générale émergent et se font entendre de plus en plus fort. Est-ce que vous avez observé des changements face à ces dangers personnellement? Est-ce que vous avez la sensation de devoir agir davantage ou peut-être le devoir de lutter en faveur de cette profession? Oui, je pense qu'on est dans une époque qui est très inquiétante. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de populistes au pouvoir. On le voit au Brésil, on le voit évidemment aux États-Unis, en Italie et dans plein d'autres territoires. Et ces populistes ont trouvé une recette qui marche à chaque fois dans l'opinion publique, c'est entre autres, c'est non seulement de diviser des populations, mais de montrer du doigt la profession de journaliste et la désigner comme celle coupable de tous les maux. On le voit tous les jours à travers les conférences de presse de Donald Trump. C'est une mécanique qui marche. On le voit parfois en France avec certains leaders politiques qui entretiennent ça et qui l'ont théorisé, qui ont mis en place et qui ont théorisé le bruit et la fureur, comme j'ai pu lire. C'est catastrophique de faire ça. C'est un process antidémocratique. C'est catastrophique pour, je pense, les générations futures, de grandir, être enfant dans un pays où on monte du doigt les journalistes et leur dire c'est eux les responsables, c'est catastrophique. On est là on est un contre-pouvoir, on est important dans le sens où si justement votre maire, votre élu, votre conseil général, votre ministre blanchit de l'argent, on est là pour le dire parce qu'en fait c'est votre argent. Parce que vous l'avez élu. Voilà. Donc on sert à ça, on sert pas à réparer, mais on sert à informer. Donc si dès l'instant où on est désigné comme le véhicule qui déverse de la fake news, il y a un vrai problème. Donc je pense qu'avec Forbidden Stories, on essaye en tout cas de montrer que quand on meurt pour une information, il y a quand même des journalistes qui meurent parce qu'ils enquêtent sur des sujets qui nous concernent tous les jours. Donc il faut peut-être rappeler aux gens ce que le mot journalisme veut dire et à quoi il sert dans nos sociétés et justement d'éduquer, je pense, les plus jeunes générations sur l'importance du journalisme, de regarder dans l'histoire ce que ça a apporté et de regarder ce qui se passe dans des pays où justement il y a de moins en moins de la liberté de la presse. Et on voit ce qui se passe. Les clans restent au pouvoir de génération en génération, les richesses sont accaparées, les journalistes sont menacés, si ce n'est emprisonnés, voire assassinés. L'opinion publique n'a plus d'informations, elle est dans le noir, et on a des trous noirs comme ça de l'information dans le monde. Et c'est ce qui se passe systématiquement dès l'instant où on attaque la liberté de la presse. Donc il faut veiller à ça de manière permanente. Et justement, vous parliez des générations futures. Si on s'intéresse aux futurs journalistes qui ont, comme vous, l'amour de l'investigation, est-ce que vous auriez des conseils à leur prodiguer, peut-être un message à leur faire passer? C'est difficile de donner des conseils parce que il y a plein de façons d'être heureux dans le journalisme et moi j'en ai trouvé une, mais je pense que
moi j'adore ce métier parce que c'est un métier où on est là pour aller à la rencontre des gens, les écouter et raconter ce qu'on a entendu et essayer de raconter ça en donnant de la perspective et du sens et tout ça. Donc c'est un métier formidable où on est là, on est payé pour être là où ça se passe. Donc mon conseil c'est de voyager le plus possible, de sortir de sa propre communauté le plus possible. C'est pas forcément faire 15 000 km, mais c'est parfois traverser un palier. Et voilà, et de voir de l'autre côté du palier ce qu'il y a d'intéressant pour notre société, ou en tout cas essayer de le raconter avec du sens. Donc d'être curieux, de voyager, et aussi de ne pas être là où on est attendu, je pense, parce que souvent quand on sort d'école, il est écrit que l'on doit aller à BFM, puis ensuite au service MAG, puis ensuite éventuellement faire du documentaire, puis ensuite devenir rédacteur en chef, puis ensuite devenir producteur, puis ensuite, voilà. Donc ça, je pense qu'il faut casser ces circuits-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, on peut, avec des moyens numériques, de vidéos, de photos extrêmement accessibles, on peut voyager facilement, aller filmer l'histoire, la raconter, la diffuser, ce qui n'existait pas il y a 25 ans, ce qui n'était pas aussi facile il y a 25 ans. Donc je trouve qu'on est dans une époque où justement le journalisme est je trouve assez accessible et hyper intéressant. Est-ce que c'est une raison justement pour que votre association existe seulement maintenant, parce que ça n'existait pas avant alors que c'était nécessaire, indispensable également? Est-ce que c'est justement les moyens de communication qui ont incité? Les moyens de communication permettent justement de communiquer à l'autre bout du monde, ou de communiquer de manière très protégée avec des serveurs cryptés, avec des journalistes partout dans le monde, et en assurant une certaine confidentialité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, qui était plus difficile à faire il y a 20 ans. Et puis aujourd'hui, si on peut être aussi facilement en contact avec des journalistes au bout du monde, aux Philippines, tout ça, et de travailler ensemble. Donc oui, clairement, ces progrès-là nous servent dans la collaboration et dans la production d'informations. On parlait au début de cet entretien du thème du festival qui est cette année le journalisme, toute une histoire. Donc évidemment, on a envie de se demander qu'est-ce que ce thème vous évoque, peut-être en lien avec le fait qu'on dit souvent que le journalisme est le brouillon de l'histoire. Est-ce que vous partagez cet avis, et en quoi le journalisme contemporain peut-être est-il de fait nécessaire? Oui, il est plus que nécessaire, c'est-à-dire qu'il est vital, précisément à l'heure où les populismes montent en flèche et montent très vite. Je trouve que on l'a vu avec la campagne, avec Mélenchon en France, avec d'autres. On voit que le journalisme est nécessaire, et il ne faut pas se tromper sur, vous voyez, le service de Radio France qui était pointé du doigt et tout. Ils ont juste fait leur travail, mais on voit sur les réseaux sociaux une avalanche de haine. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment besoin d'un journalisme qui de plus en plus fort. Je pense qu'on a besoin d'avoir des chaînes de télévision qui investissent des moyens importants dans l'information, dans les radios. Je pense que la presse régionale est extrêmement importante. Moi, j'ai vécu un peu aux États-Unis, et on a regardé un peu de près pendant un an la disparition de la presse régionale, et du coup la montée du trumpisme en parallèle et la corrélation de ça. Et je pense que ce que reprochent souvent les gens entre guillemets, aux journalistes, c'est de faire partie d'une élite parisienne, exclusivement parisienne, et de ne pas franchir le périph' pour aller voir ce qui se passe et tout ça. Il y a du vrai là-dedans aussi. Donc je pense que le journalisme doit être vraiment un service public de proximité aussi. Et si on perd ce lien-là, et si on est effectivement que sur les chaînes d'infos en continu, que sur, voilà, on va créer un fossé extrêmement important entre une réalité sociale, les gens, et ceux qui racontent et rapportent les histoires à ces mêmes personnes. Et si on s'intéresse à l'avenir de Forbidden Stories, par exemple, comment est-ce qu'un journaliste peut rejoindre votre association ? Alors, en nous appelant, en nous envoyant un mail, on est à la recherche de partenaires partout dans le monde pour nous aider à enquêter sur des sujets majeurs. Donc c'est aussi simple que ça.
on dirige une organisation collaborative, donc plus on est, mieux c'est. Et voilà, après, il faut avoir le sens du partage, le sens de l'info vérifiée, du temps. C'est des enquêtes difficiles parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Souvent, il peut arriver parfois dans des conférences de rédaction, quand on pitch, entre guillemets, une histoire, au début de l'enquête, la personne en face nous dit « Bon, mais qu'est-ce qu'on va révéler ?» Précisément, on ne sait pas parce qu'on est au début. Donc si on le savait, ce ne serait pas vraiment une enquête. Et souvent, moi je me suis souvent retrouvé dans cette situation-là, souvent ce moment-là, c'est le moment clé. Est-ce qu'on va sur des enquêtes où on sait à l'avance ce qu'on va trouver, ou est-ce qu'on prend le risque d'avancer, de faire des fausses pistes, de renoncer parfois et de repartir sur... Enfin, voilà. Et je trouve qu'il faut avoir le sens de l'exploration et de l'aventure, et sur des sujets qui sont difficiles. Donc il faut être persévérant. Et par exemple, un journaliste débutant motivé pourrait parfaitement... Oui. Après, nous, on a besoin de travailler avec aussi des structures, parce qu'il y a une notion de danger physique. Il y a aussi des protocoles de sécurité sur le chiffrement de nos données. Il y a... donc on fait en sorte on veut pas exposer non plus n'importe qui viendrait frapper à notre porte pour des enquêtes qui sont extrêmement dangereuses. Donc on a aussi une responsabilité là-dedans, et ça fait partie de la conversation que l'on a à chaque fois. Et du coup, comment est-ce qu'on peut vous aider, qu'on soit journaliste débutant ou même un individu lambda? Il y a des moyens d'aider Forbidden Stories? Il y a un moyen très simple, c'est d'aller sur le site et d'aller en haut à droite et de cliquer sur Donate, et vous faites un don en français. Et ça, c'est un moyen direct et efficace, puisque en fait, on est une association à but non lucratif, et donc on dépend de la générosité de fondations philanthropiques ou des dons individuels. Et ça, c'est extrêmement important. On est une association parce qu'en fait, on le fait dans l'intérêt général. Et donc ça, c'est un moyen direct. Et une partie de mon métier consiste justement à aller lever des fonds pour expliquer que ce qu'on fait a du sens, peut changer les choses, et donc on a besoin d'être soutenu. Et donc ça, c'est un moyen direct. L'autre moyen plus indirect, mais c'est de participer en partageant aussi notre travail, en s'intéressant aussi soi-même, évidemment, aux histoires qui coûtent la vie aux journalistes partout dans le monde. Très bien, le message est passé. La soirée touche tout doucement à sa fin, donc on va conclure sur une note positive avec les dons et avec le fait que comment on peut vous aider et rejoindre éventuellement votre association. On a énormément parlé ce soir de morts, d'emprisonnement, de menaces subies et reçues par tous les journalistes du monde entier. Moi, je voudrais rendre hommage aux journalistes qui sont bien vivants, dont vous faites partie, et qui relaient justement tout le travail, qui se dirigent vers des affaires peut-être pour lesquelles ils ne seraient pas allés directement si votre association n'avait pas existé. Donc, je voudrais vous dire merci déjà pour le travail que vous faites, vous et votre équipe, et vous dire aussi que c'est un message d'espoir que vous envoyez non seulement aux journalistes, mais également à tous les citoyens. C'est quelque chose de réconfortant et de rassurant de savoir que si un de nos confrères meurt à l'autre bout du monde, il n'est pas mort en vain. Son travail, ses informations, ses données ne sont pas perdues, puisque vous reprenez ensuite tout le travail et vous faites connaître l'information au monde entier. Et à titre personnel, pour la jeune génération, comme Jean-Marie nous a appelé, c'est aussi un sentiment de force et de confiance que vous redonnez en cette belle profession qui est le journalisme. Merci. Merci Laurent Richard. Merci beaucoup. Merci à vous.